Je donne la parole d'abord à Marc Méchalck de l'Université de Louvain-la-Neuve, qui est, on va dire, le troisième partenaire de Corpus Africana, avec l'Université de Toulouse et le Centre James Carles, à la fois dans l'organisation, le financement et l'apport scientifique. Voilà. Bonjour à tous et merci de votre patience parce qu'on n'a pas été tout à fait rigoureux avec l'horaire. Ouais, comme ça nous met un petit peu dans l'ambiance de toute façon. Ici, ce que j'aurais voulu vous proposer, c'est une démarche sur les conditions qui nous permettraient d'entrer dans une manière de réfléchir ensemble à ce qu'on appelle la décolonialité. Donc, alors juste d'abord un petit mot sur la notion de décolonialité et puis les conditions de la démarche. Donc souvent, vous entendrez parler de postcolonialisme, de décolonialisation, Or, la décolonialité, c'est un mouvement qui est né au début des années 90 en Amérique latine et qui a pour principe fondamental que la colonisation s'est incorporée chez les personnes qui ont subi cette violence, un petit peu comme s'incorpore un traumatisme. Et cette incorporation, c'est l'incorporation d'une mentalité coloniale qu'on appelle la colonialité. C'est-à-dire elle s'est tellement intériorisée que l'idéal des métropoles, qui par exemple se retrouvent dans beaucoup de villes latino-américaines où on a copié les plans des villes des métropoles, eh bien c'est devenu un inconscient collectif qui fait que la censure que produit la personne qui a subi la violence est devenue une censure spontanée et une violence à l'égard d'elle-même. Et le processus de la décolonialité, c'est un chemin pour pouvoir retrouver une émancipation à l'égard de cet inconscient qu'on a progressivement incorporé. Alors c'est cette démarche, donc quand on parle de décolonialité, finalement, ça a très peu à voir avec l'acte politique de sortir de la colonisation. On pourrait presque dire que le problème de la décolonialité commence à partir du moment où politiquement on est entré dans une phase postcoloniale. Et qu'au-delà de la naïveté qui considérerait que dès qu'on est entré dans une phase postcoloniale, on est dès lors émancipé de la colonisation, en fait, on rencontre les problèmes les plus fondamentaux, c'est-à-dire cette colonialité inconsciente et insidieuse qui fait que sans la présence immédiate du colon, on va continuer à produire une violence similaire à celle qu'avait instaurée le colon. Alors, est-ce que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons accéder à une démarche comme celle-là, de quelque endroit que ce soit, ou bien est-ce qu'il y a des conditions particulières pour parvenir à collaborer à un travail de décolonialité? Et c'est ce travail-là que je voudrais faire avec vous, en le prenant d'abord d'un point de vue philosophique, sans vouloir le faire trop abstrait, mais montrer qu'en fait, il y a trois types de blocages fondamentaux qu'on va rencontrer quand on simplement essayer de s'introduire dans la faille de la violence inconsciente qu'a laissé en œuvre la colonisation. Et cette faille, elle est accessible non seulement à celui qui a subi la violence de la colonisation, mais aussi à ceux et à celles qui tentent de collaborer avec cette personne, ces groupes, ces mouvements qui ont subi la colonisation. Alors la condition première d'un travail comme celui-là, c'est ce que je vais appeler un décentrement. C'est-à-dire on ne peut pas parvenir à travailler sur la faille inconsciente créée par la colonisation sans d'une manière ou d'une autre sortir de l'acte fondamental de la colonisation qui est de tout ramener fondamentalement au centre de pouvoir de la colonisation. Et donc même intellectuellement, le premier enjeu, la première grande difficulté, c'est de parvenir à décentrer la démarche que l'on essaye de construire. Et pour le faire avec vous, bien, je vais
utilisé 3 décentrements. Un premier avec un auteur latino-américain d'origine de l'Argentine, qui est Enrique Dussel. Un deuxième que vous connaissez certainement tous, qui est antillais, Frantz Fanon. Et puis un troisième qui est colombien et qui est Arturo Escobar. Alors en faisant ça, je vais faire avec vous en fait 3 actions de décentrement. Et donc non seulement je vous invite à essayer de vous décentrer vers ces démarches, mais en même temps, j'essaye moi aussi de décentrer ma propre démarche intellectuelle. Enrique Dussel, qui est un philosophe aujourd'hui de grande notoriété latino-américaine, c'est une personne qui, pour moi, met en question fondamentalement, et c'est le point de départ et le premier blocage, l'image collective que nous avons de ce qui est rationnel. Non pas seulement ce qui est rationnel dans un milieu académique, mais ce qui est rationnel pour construire des relations, ce qui est raisonnable d'une certaine façon, pour construire des relations entre les êtres humains. Sa problématique fondamentale, c'est justement la problématique du décentrement. Et si j'ai été attiré par cet auteur-là, c'est parce que j'ai accompagné un ami haïtien qui a fait une thèse sur cet auteur-là pendant 10 ans. Et sa problématique fondamentale, c'était d'essayer de comprendre si Dussel avait réussi à créer un dialogue avec les auteurs européens. Et effectivement, Dussel a passé sa vie à créer des rencontres nord-sud, sud-sud, à convoquer des personnes de grand niveau intellectuel connus dans les réseaux européens, Richard Rorty, Jürgen Habermas, Carl Otto Appel, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas. Donc toute une série de grandes figures de l'intellectualité européenne et nord-américaine. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'en fait, à aucun moment, un dialogue ne s'est enclenché. Donc c'était quelque chose, d'abord vous imaginez le stress dans une thèse de doctorat, c'est que vous dites à un moment donné, mais dans le fond cette thèse n'a pas d'objet. Le décentrement ne s'est pas produit. Ou bien peut-être que l'hypothèse c'est que la seule pensée qui essayait vraiment un décentrement, c'est celle de Dussel. Quel est le nœud de l'échec de ce dialogue? C'est que Dussel a été celui qui, pendant quasiment 70 ans, prenait la parole au nom d'une réalité autre que celle qui préoccupe habituellement les intellectuels, c'est-à-dire les valeurs universelles, accessibles à tous, liberté, égalité, fraternité, et en disant la seule pensée qui peut nous interpeller, c'est celle qui part de luttes sociales concrètes. Celle qui se préoccupe des victimes, celle qui se préoccupe des résistances. Quel que soit le lieu où nous sommes, dès que nous commençons à essayer de réfléchir à notre existence, nous sommes confrontés à des actions qui sont hors de nous, différentes de nous, mais qui tentent d'une manière ou d'une autre de créer des solidarités pour résister à la souffrance. Dès qu'on va s'approcher d'un lieu, que ce soit des mineurs non accompagnés, on a créé le nom MINA chez les migrants, dès qu'on s'approche de paysans sans terre, dès qu'on s'approche de femmes qui ont été agressées, dès qu'on s'approche de jeunes qui sont harcelés, on va se rendre compte que, d'une manière ou d'une autre, les personnes tentent de trouver des stratagèmes pour résister à la violence qui leur est imposée. Et pour Dussel, la question la plus fondamentale, c'est la place que quelqu'un qui réfléchit à la vie en commun,
à la vérité, à la paix. La place que cette personne est capable d'accorder, d'une certaine façon, à ce qu'il n'est pas. Une personne en situation traumatique, une personne en situation de résistance, une personne en situation de violence. On peut même aller plus loin. Je pourrais, d'une certaine façon, comme intellectuel, être moi-même dans cette situation. Être, d'une manière ou d'une autre, identifier un mouvement de résistance sociale. Et l'idée, à mon sens, vraiment importante pour une première étape ensemble de décentrement, l'idée de Dussel, c'est de dire, dès le moment où l'on s'imagine être porte-parole de la situation dont soi-même, éventuellement, on serait partie prenante, dès ce moment, notre démarche intellectuelle va imposer le silence. C'est le titre d'un ouvrage haïtien, Silencing the Past. Imposer le silencement. On va imposer le silence à des luttes en les figeant dans une parole. Se décentrer, c'est nécessairement suspendre, interrompre la parole pour laisser être le rapport à la violence. C'est accepter que la condition de la relation réside dans le non-être. Ce que je ne suis pas. Et construire ce que je ne suis pas est, pour Dussel, du point de vue même de la raison, la condition première d'un décentrement et donc d'une pensée décoloniale. La réponse de nos Européens de tout à l'heure, la Habermas, Ricoeur, Lévinas pourtant, Happel, par rapport à cette interpellation, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que cet intellectuel argentin ou mexicano, américano, pourquoi est-ce qu'il nous fait violence et qu'il nous oblige à partir de situations qui ne sont pas les nôtres? À la limite, puisqu'il est confronté à... Alors c'était l'époque, hein, on remonte ici aux années 70, puisqu'il est confronté à la misère en Amérique latine, vous voyez un petit peu le discours qu'on pouvait tenir en Europe et aux États-Unis dans les années 70, puisqu'il est confronté à la misère de l'Amérique latine, c'est normal qu'il en parle et qu'il croit qu'intellectuellement c'est fondamental d'en tenir compte. Mais pourquoi nous l'imposer à nous, comme Européens? Et là, vous avez vraiment le nœud du problème du décentrement. C'est qu'en fait, il reproche à Dussel de faire ce qu'ils ne sont pas prêts à abandonner. Ce qu'il reproche à Dussel, c'est de vouloir leur imposer un point de départ universel de la pensée. Comme si tout d'un coup, les luttes, les résistances, la souffrance, le traumatisme des violences étaient devenus un point de départ nouveau, universellement valide pour toute tentative de construire une raison décentrée. Bilan, ils n'ont rien compris du tout. Ils sont toujours prisonniers du blocage de la raison, c'est-à-dire de l'acte à poser, qui est un acte de décentrement. Simplement, Dussel leur dit, voyez, moi, voici comment j'ai, dans mon existence, comme intellectuel, tenté de me confronter à ce que je ne suis pas. Donc, la question, c'est savoir, et vous? Et non pas de répondre, mais non, ça, ce n'est pas un point de départ universel. C'est de savoir, à un moment donné, pour Ricoeur, pour Lévinas, pour Happel, pour Habermas, quel est ce non-être qui, d'une manière ou d'une autre, peut intellectuellement les mettre en route dans un décentrement.
Pourquoi est-ce qu'il y aurait une forme de dénominateur commun, de catégorialisation possible, qui ferait que d'une manière ou d'une autre, il serait possible de trouver un centre supérieur à partir duquel il faudrait déduire la pensée? Dussel, en fait, il demandait quelque chose de tout simple, qui était de suspendre ce mouvement pour tenter un dialogue, une relation avec ce qu'on n'est pas. Pour moi, cette clé, elle est essentielle pour comprendre la posture, la démarche d'un Antillais comme Frantz Fanon. Ce qui est intéressant chez Fanon, c'est qu'il va se débattre pendant une quinzaine d'années de production intellectuelle intense. Il va se débattre avec la blancheur, et pas seulement avec le blanc, avec la blancheur qu'il a reçue dans sa formation et son éducation coloniale. Il va donc se battre avec ce qu'il n'est pas, mais dont l'éducation lui a dit qu'il peut l'être. Et là où on avance vers un deuxième blocage, qui n'est pas simplement d'accepter de se décentrer, mais de travailler sur le décentrement, pour Fanon, ce deuxième blocage, il ne réside plus dans la tête, dans la raison, dans la culture, il réside dans la peau. Vous connaissez tous ce magnifique titre, Peau noire, singulier, masque blanc au pluriel. La culture qui a été inculquée à Fanon, elle lui dit qu'il n'est pas sa peau. Et tout son travail va consister à retrouver ce point de passage essentiel avec le réel qui est précisément la peau. Pour Fanon, un des éléments essentiels, je vais vous relire un passage qui est crucial. Il cite à un moment donné dans Peau noire, masque blanc, une jeune fille universitaire qu'il a croisée à Fort-de-France et qui avait écouté Césaire. Et la fille dit, si Césaire revendique tant sa couleur noire, c'est parce qu'il ressent bien une malédiction. Est-ce que les Blancs revendiquent la leur? En chacun de nous, il y a une potentialité blanche. Certains veulent l'ignorer, ou plus simplement l'inverse. Pour ma part, pour rien au monde, je n'accepterai d'épouser un nègre. C'est une phrase qui a une connotation historique très forte. Elle ne serait peut-être plus prononcée exactement de la même façon aujourd'hui, mais c'est le moment historique dans lequel se trouve Fanon. Dans un conflit, d'une certaine manière, entre deux éléments qu'il n'est pas. Il n'est pas la blancheur de son âme et il n'est pas la noirceur de sa peau. Et pour lui, c'est ce qui distingue fondamentalement l'Antillais de l'Africain. L'Antillais, pour Fanon, il est prisonnier d'une triangulation. Il n'arrête pas de regarder son semblable qui lui renvoie l'image d'une peau qui l'empêche d'être blanc. Donc ça veut dire que pour vraiment rentrer dans ce que Fanon essaye de communiquer, la logique du non-être qu'on a mis en évidence dans le décentrement de Dussel, elle est capitale.
Et on sent encore que dans Peau noire et Masque blanc, Fanon a du mal avec ça. Et ce qui est étonnant, voyez-vous, c'est que c'est l'Algérie, c'est-à-dire, là, il n'y a pas de doute, Fanon n'est pas algérien, on sera au moins tous d'accord là-dessus. C'est l'Algérie qui va permettre à Fanon d'aller plus loin dans cette logique du non-être. Et finalement, il va d'une certaine façon retrouver sa peau noire grâce à l'Algérie. Il y a un petit texte que j'adore qui s'appelle « L'Algérie se dévoile ». Ça se trouve dans « Sociologie d'une révolution ». Et en fait, c'est une forme de méditation, d'analyse sociologique du rapport entre la femme algérienne et l'administration coloniale française. Pour lui, l'administration coloniale vise, cible la femme algérienne parce qu'elle pense fondamentalement que la femme algérienne n'est pas. Elle n'est pas libre. Elle n'est pas respectée. Elle n'est pas autonome. Et puisqu'elle n'est pas, elle est en fait une alliée invisible contre l'homme algérien, qui lui aussi n'est pas respectueux, n'est pas loyal, n'est pas honnête. La manipulation que va mettre en place autour du voile, en promettant la liberté de l'individualisme libéral à la femme algérienne, pour Fanon, ce qui est important, c'est que précisément la femme algérienne va le déjouer. Et qu'en jouant avec le voile, en utilisant le voile dans sa lutte, à un moment donné, le colon français va se rendre compte que c'est peut-être au moment où la femme algérienne n'est pas voilée qu'elle devient la plus voilée, qu'elle est encore plus menaçante, que ce n'est pas parce qu'elle est dévoilée qu'elle est gagnée à la cause coloniale. Autrement dit, Fanon réalise pour moi un travail de décodage qui est extraordinaire parce qu'il découvre à travers la femme algérienne l'ambivalence du masque que tente d'imposer la colonisation. Le nœud que va utiliser la femme algérienne dans sa lutte, c'est précisément le non-être auquel croit la condamnée, l'administration coloniale. D'une certaine façon, on pourrait dire que ce non-être de la femme algérienne, c'est précisément là où elle va pouvoir se défiler par rapport au plan de l'administration coloniale. Elle n'est pas une alliée et elle ne sera pas une alliée du colon français. Elle va sauver sa peau devant la violence coloniale. Et cette thématique, dans son dernier ouvrage, Les damnés de la terre, bien Fanon va la reprendre et on voit qu'à travers ces 15 années, il y a véritablement un déplacement extraordinaire, mais qui a été apporté précisément par la médiation, par le décentrement vers l'Algérie. Si la tonalité des damnés de la terre est différente de celle de Peau noire et Masque blanc, à mon sens, eh bien c'est parce que Fanon a véritablement relevé ce défi d'un décentrement par rapport aux luttes qu'il n'est pas, aux luttes
de l'Algérie algérienne contre l'Algérie qui n'est pas, c'est-à-dire l'Algérie française. Et il va notamment condenser sa réflexion dans Les damnés de la terre. Il y a un filigrane d'arrière-plan qui est ce qu'il appelle les poètes colonisés. Comment est-ce qu'il est possible de mobiliser les luttes pour libérer les personnes de cette triangulation qui les amène à renier leur peau? Alors c'est très beau dans la formulation de Frano, c'est renier leur peau pour rejoindre le sanctuaire blanc qui est caché à l'intérieur d'eux-mêmes. Pour lui, la force du poète colonisé, c'est qu'il va prendre la langue du colon. Et avec la langue du colon, il va précisément rejoindre le non-être de la peau du colonisé. D'une certaine façon, on pourrait dire que le travail du poète colonisé, c'est finalement une nouvelle peau qui parvient à prendre langue dans la lutte. Et c'est comme ça qu'il va retrouver des magiciens de la langue française pourtant, comme Sangor, comme Aimé Césaire, même comme René de Pestre, sont des magiciens de la langue parce que finalement, ils utilisent la langue du colon pour trouver une peau qui leur a été arrachée par le mythe du sanctuaire blanc qui se trouve dans le déni de la peau noire. Alors pour moi, ce décentrement de Fanon, il va nous permettre de lever un deuxième blocage. Vous voyez, le premier blocage, c'est où est notre décentrement? Le deuxième blocage, c'est quelle peau? Est-ce que finalement, cette peau à laquelle nous nous attachons est autre chose que le sanctuaire blanc d'une vérité universelle? Ou bien créer un décentrement, c'est se donner une autre peau. Rentrer dans la langue de l'autre. Moi, il n'y a pas de plus grande reconnaissance quand un Haïtien, à un moment donné, me dit « ou c'est peau l'envers ». Ça veut dire que, d'une certaine façon, oui, je suis un Haïtien dont la peau est à l'envers. Pour moi, c'est exactement ce travail-là qui caractérise le décentrement. Et le deuxième blocage, il nous concentre sur la peau. Troisième blocage, tout ça ne servirait pas à grand-chose d'une certaine façon à l'intérieur des luttes si ça ne nous ramène pas à ce qui est détruit par la colonisation. Et ce qui est détruit par la colonisation, je m'excuse de le dire aussi platement, ce n'est pas d'abord les êtres humains, c'est leur lieu d'habitation. Ce qui est détruit par la colonisation, c'est la terre. Et si on pouvait utiliser le terme d'aliénation pour qualifier la colonisation, c'est précisément que la colonisation nous aliène de notre terre. Elle fait de l'Antillais, de l'Haïtien, de l'Africain, un étranger sur sa propre terre. Elle détruit le rapport à l'ancestralité. Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, le troisième blocage, celui qui est le plus profondément ancré
dans nos manières de penser, de coopérer, de nous solidariser, c'est le rapport à la terre. Et celui qui, comme troisième figure, m'interpelle le plus dans cette question du rapport à la terre, c'est Arturo Escobar. C'est aussi un penseur décolonial, colombien. Et pour moi, ce travail qu'il réalise est celui qui va au-delà de la peau, nous ramener à la question fondamentale du rapport détruit par la colonisation à la terre. Si je radicalise vraiment fondamentalement Escobar, nous sommes devenus incapables et de sentir et de penser le rapport à la terre. D'ailleurs, c'est tout simple, intellectuellement, la terre ne parle pas. Ou devrait-on dire, la terre ne nous parle plus? Et Escobar n'arrête pas, je trouve de façon très subtile, de se battre contre l'accusation de romantisme. Parce que dès qu'on essaye de donner la parole à la terre, alors nous devenons des romantiques de l'appartenance à la terre. Or, ce qu'essaye de construire Escobar, il appelle ça senti-penser, senti pensar con la tierra, senti-penser avec la terre. Donc, déplacer aussi bien le sentir que le penser dans le rapport à la terre qui nous a été imposé par la colonialité. Et là, de nouveau, peut-être un peu lourdement, excusez-moi, il faut revenir au thème du non-être comme condition de la relation. Nous ne sommes pas la terre. Si nous sommes incapables de penser ce non-être de notre relation à la terre, ça veut dire que nous sommes incapables aujourd'hui de sentir et de penser le rapport à la terre. C'est la condition de la relation. Et de se refaire une peau en se décentrant avec ce que je ne suis pas. Alors, la terre est peut-être ce qui, aujourd'hui, dans nos solidarités, nous manque le plus. Et de nouveau, chez Escobar, pourquoi est-ce qu'il peut immédiatement, pourquoi c'est évident pour lui qu'il n'est pas un romantique? Mais c'est parce qu'il se descend vers des mouvements qui tentent précisément, à travers leur lutte, de construire un autre type de rapport à la terre, de reconstruire ce qu'il appelle la territorialité, c'est-à-dire des relations et une mise en commun dans le rapport à la terre. Donc, d'une manière ou d'une autre, de construire leur existence en fonction de ce que nous pensons qu'ils ne parlent pas, c'est-à-dire en fonction d'une écoute des besoins que nous partageons avec une terre qu'on habite. Habiter, c'est dialoguer avec ce qu'on n'est pas. Nous ne sommes pas la terre. Mais la relation que l'on peut construire avec la terre, en se décentrant et en se redonnant une nouvelle peau, celle précisément, dans tous les rites animistes, il y a cette manière d'introduire la terre, pas seulement le talc, d'introduire la terre sur la peau, parce que précisément, c'est la terre qui régénère la peau. Pour moi, Escobar me permet de boucler parce que ce qu'il reconstruit, il appelle ça une nouvelle géographie
c'est-à-dire une nouvelle manière d'écrire avec la terre, une nouvelle façon de construire la territorialité, avec des mouvements qui se définissent d'abord par ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas revendicatifs d'un pouvoir. Ils ne sont pas à la recherche d'une prise en main des commandes du développement, mais simplement leur décentrement procède d'une autre écoute de la terre. Et là, par rapport à pas mal de mouvements contemporains qui ont échoué dans la capacité à construire des alternatives, je crois que ce message du rapport à la terre est fondamental. Si ce qui est cherché, c'est une autre forme de centralité, c'est-à-dire de chasser une centralité dominante pour en installer une autre, pour reprendre les commandes de l'accumulation capitaliste, sans tenter d'expérimenter ce qui peut décentrer cette accumulation, redonner une autre peau et dès lors un autre senti-pensée de la terre, eh bien finalement, on se livre pieds et mains liés à l'extrémisme de la centralité. Voilà, pour moi, c'est peut-être un chemin qui est très intellectualisé, je m'en excuse, mais il me semble qu'il y a 3 blocages fondamentaux. L'un qui concerne la raison, le décentrement, l'un qui concerne la peau, retrouver la peau, le troisième qui concerne la terre, senti-penser avec la terre. Et pour moi, on est là simplement à travers cet effort dans le point de départ de ce qui peut être, avec les acteurs concernés, une tentative de pensée décoloniale. Merci. Merci beaucoup, Marc. Je donne la parole à la salle. Alors, Tagalak, on a pour le micro, est-ce que quelqu'un peut venir? Evgenia, ça t'embête? Lo voy a decir en español y Lina me va a traducir mejor. Es complicado lo que quiero decir. Bueno, en primer lugar, esta estructura del no ser, de la negación del ser, casi de la forclusión del ser del otro, está en el occidente antes que en la colonia. Lacan dice que la mujer no es. O sea, no es una estructura exclusivamente propia del mundo colonial. Yo creo que ahí hay un problema. O sea, yo propongo que eso debe ser más pensado. ¿Cómo se extrapola de algo que está dentro del occidente? Sí, pues. Bon, c'est compliqué ce que je veux dire. En première instance, cette structure du non-être, de la négation de l'être, presque de la forclusion de l'être, est en Occident bien avant que la colonie. Lacan dit que la femme n'est pas. La femme n'est pas. N'existe. Ce n'est pas une structure exclusivement propre du monde colonial. Et moi, je pense que là, il y a un problème. Donc moi, je propose que ça doit être plus réfléchi. Comment on extrapole? Sí. No hay exclusividad de la relación colonial para la negación del ser. Il n'y a pas d'exclusivité dans la relation coloniale pour l'exclusion de l'être.
El otro tema es que veo problemático el discurso moral. L'autre sujet, c'est que je vois comme problématique les discours moraux. Porque quien está hablando, cuando habla Fanon, es la potencia del negro. Parce que c'est lui qui parle, quand Fanon parle, c'est la puissance du noir. Sorry. Viene de la piel negra y la universalidad de la escritura de Fanon. Ahí hay una contradicción entre su observación del mundo y la realidad que él construye. Il y a chez Fanon une contradiction entre la réalité qu'il décrit et ce qu'il fait dans sa écriture. Parce que la puissance de son écriture vient effectivement du fait qu'il a la peau noire. Donc là, il y a une contradiction. Voilà. Oui, ça, j'ai dit merci à Rita. Donc c'est des questions de travail et des questions ouvertes, mais ça me permet... Bon, j'ai fait un peu sans texte, hein, donc c'est un petit peu... Mais c'est des points auxquels je suis moi-même très attentif. La première chose, sur la question du non-être. Pour moi, il ne s'agit pas du tout ici d'une référence à Maldonado Torres, à la question de l'ontologie en Occident. Ce que j'ai en tête quand je travaille là-dessus, c'est la philosophie de la relation d'Édouard Glissant, qui précisément essaye de construire une façon de penser le non-être qui se retire de la tradition occidentale. Mais par rapport à la question de Rita, moi ce que j'essaye de dire, c'est que c'est précisément l'acte du non-être qui habite effectivement la colonisation, mais certainement pas uniquement la colonisation, sans doute toutes les formes de domination, mais ici on est sur la colonisation, c'est d'indiquer que c'est par le point du non-être, là précisément où s'effectue ce que l'Occident tente toujours de penser comme une forme de dialectique de la reconnaissance, que peut s'effectuer le point de décentrement. Donc il y a un décentrement qui peut profiter de façon opportuniste, d'une certaine façon, de ce qui est le non-être. Et c'est clair que je peux retrouver cette même dialectique, c'est Judith Butler, hein, j'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire, quand je pense que Judith Butler, je peux la lire en disant « je ne suis pas femme ». Je ne suis pas femme au sens précisément où le disent les mouvements féministes classiques en adoptant la négation de la féminité typique des mouvements machistes. Mais en même temps, il me semble que ça a une toute autre portée dans la démarche coloniale. Dans la démarche coloniale, ça s'est inscrit dans un processus que Fanon appelle, donc c'est un peu là que j'ai été rapide, je parle de Dussel, je suis certainement plus dans l'ordre de l'éthique. Ce que je voulais faire, c'est montrer que chez Fanon, on se déplace vers une problématique qui est d'ordre sociogénétique, comme il dit. Donc comment ça peut se mettre en place dans un décentrement vers une réalité socio-historique comme celle de la peau noire. Et que pour moi, Escobar fait un pas supplémentaire vers une démarche qui alors est de nature anthropologique. Et donc, un peu pour le philosophe, c'est important de montrer d'une certaine façon l'insuffisance complète du point de vue éthique, mais qu'elle lève quand même un premier blocage, que le deuxième blocage ne peut se lever que par une référence de type sociogénétique à la réalité
à laquelle on est confronté, et pour Fanon, effectivement, c'est la réalité factuelle du noir, et que ce qu'apporte Escobar, c'est d'aller plus loin encore, c'est-à-dire dans ce que j'appellerais, moi, personnellement, une anthropogenèse, c'est-à-dire les conditions de subjectivation à partir des luttes, de nouvelles formes de subjectivité capables d'entrer dans des alternatives par rapport à la Terre. Donc c'est ce schéma-là que j'essaye de construire. Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt une interrogation ou une réflexion qu'on pourrait porter ensemble. Enfin, moi, j'ai envie d'ajouter un quatrième blocage, dans le sens que ce soit du côté de Fanon, au niveau de qu'il a posé le décentrement par rapport à la peau noire, que ce soit le premier penseur, la notion de dialogue, c'est-à-dire comment on peut penser le monde ensemble et échanger. Et finalement, quand on regarde bien, enfin, de mon point de vue, le blocage, il est toujours là, ce quatrième blocage. Et chaque fois quand j'écoute ou je lis, voilà, par rapport à toutes ces questions qui traitent de l'esclavage, de la colonisation, de la décolonisation, décolonialité, qu'importe le terme qu'on emploie, j'ai envie de dire que ça ne pourra jamais avancer si on n'ajoute pas ce quatrième blocage, c'est-à-dire du point de vue, je dis du blanc, pas de l'homme blanc, du concept blanc, de la blancheur ou de l'Occident, etc. Ça veut dire s'il n'y a pas eu de dialogue, malgré tous les efforts qu'il a fournis, c'est que de l'autre côté, s'il n'y a pas une avancée aussi dans la décolonisation du côté, parce qu'il n'y a pas de peau noire, c'est un couple symbiotique. Et honnêtement, ce qui me dérange, c'est que je trouve que nous sommes les seuls à porter le sac à dos, quoi. Il serait temps de nous alléger parce que je crois que même que ce soit Fanon, que ce soit Césaire, on pourrait reprocher qu'il parle très bien le français. Quelque part, il a voulu être plus français que le français, plus blanc que le blanc. C'est que chacun, à chaque génération d'hommes et de femmes, essaye de trouver des outils pour dire à l'autre, moi j'ai toujours su que je suis un être humain. Je crois qu'on a tendance à oublier ça. Et jamais cette problématique, c'est-à-dire, je le dis très sincèrement, hein, j'ai eu, c'est une petite anecdote pour que vous puissiez comprendre, parce que je ne suis pas philosophe, je fais comme toi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas anthropologue. Il y a eu un moment en Guadeloupe, une période très très violente, en 2009, où le peuple s'est soulevé. Pendant 44 jours, il y avait pratiquement 60 000 personnes en silence qui marchaient pour dire non, quelque part. Ce que la France n'a pas pris conscience de l'ampleur, et ça a touché un petit peu la Réunion, la Martinique, la Guyane, où voilà, le peuple de ses descendants, bref. Et un journaliste français assez corrosif est venu dans mon école de danse, puisque je faisais un stage avec un blanc de danse classique en pleine révolution. Donc ça l'a interpellé. Et la première question qu'il m'a demandé, qu'est-ce que ça vous fait d'être descendante d'esclaves, et est-ce que vous pensez que la Guadeloupe est une colonie? Et moi, spontanément, je lui ai répondu, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça vous fait d'être descendant de colon? Et naturellement, mais avec beaucoup de naïveté, il m'a répondu, mais je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je lui ai dit, mais monsieur, j'ai même pas encore 50 ans, j'ai rien à voir avec cette histoire. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on porte la peau noire de Fanon, on est systématiquement interrogé, questionné sur cette histoire-là. Mais jamais le blanc. C'est ça que... Et moi, je trouve qu'il faudrait commencer à s'interroger sur ce quatrième blocage, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais je trouve qu'on est seul. Et quand j'entends, qui est très très bien, mais c'est toujours du point de vue de l'autre qui a été
colonisés ou qui héritent de cette histoire, qui doivent fournir l'effort à la fois intellectuel, technique, à tout point de vue, même dans la vie quotidienne, quand vous parliez des femmes algériennes, de trouver des solutions pour dire « Ah, je suis humaine » ou « Je veux tenter » et on n'interroge jamais l'autre. Et je pense que tant qu'on n'aura pas abordé cet aspect-là, quoi qu'il se passe, il n'y aura pas de décolonisation, de décolonialité. Alors je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en fait c'est plutôt une réflexion que je porte comme ça, toute simple. Si je peux rebondir sur ce que tu as dit, est-ce que ça voudrait dire aussi que d'une certaine façon, je ne suis pas parvenu jusqu'au bout de l'exercice, c'est-à-dire de montrer que d'une certaine façon, j'essaye une forme de décentrement et que le travail que je tente de fournir, il est précisément basé sur un rapport d'extériorité qui est peut-être plus fort dans le mouvement décolonial que dans le mouvement postcolonial. Donc dans le mouvement décolonial, à partir du moment où la question devient le traumatisme interne vécu par la violence subie décolonisée, sans doute qu'effectivement, mis à part celui qui est dans la situation, personne n'est autorisé à prendre la parole. Et ce que j'essaye de faire, c'est de montrer que c'est d'une certaine façon exactement l'inverse, puisque à partir du moment où je peux dire qu'effectivement, je ne suis pas cela, mais personnellement, je ne me considère pas comme blanc, je ne suis pas cela parce que dans cette relation-là, je peux effectivement reproduire la possibilité d'un décentrement, et pour moi et pour l'autre. C'est un peu ça le sens de la démarche. Et alors, dans les trois personnes que j'enchaîne, on peut dire que la question noir-blanc joue d'abord essentiellement pour Fanon, et ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il arrive à s'en sortir, et il arrive à s'en sortir par l'Algérie. Donc c'est quand même un petit peu étonnant d'une certaine façon, même si on pourrait dire l'Afrique reste le paradigme, mais c'est quand même l'Algérie qui va mettre Fanon dans cette position de trouver une sortie par rapport à ce qui est le triangle dans lequel il est lui-même piégé, puisque quand il raconte ses repas au restaurant à Paris dans Peau noire, masque blanc, il est en train de dire on fait tous le blanc. Et au plus il y a de blanc, au plus on essaye de faire le blanc pour se faire reconnaître par le blanc. Mais pour moi, ça c'est la preuve. Personnellement, ça me parle qu'à moitié, parce que je crois que c'est aussi socio-historique. C'est lié au moment de l'histoire, après la Seconde Guerre mondiale, dans ce Paris colonial, avec une identité où je suis certain que la langue créole est quelque chose qui est extrêmement marginal pour Fanon. Il y a que des moments exceptionnels de tension où il va sentir penser avec le créole, mais c'est très rare. Moi, j'ai passé mon temps à rechercher toutes les phrases en créole qui sont chez Fanon, et on voit bien que le rapport est typique d'une génération, c'est pas glissant. C'est pas la génération qui, à partir de 70, va revendiquer l'identité créole. Et c'est pour ça que souvent, mon paramètre d'arrière-plan, c'est plutôt Édouard Glissant. Parce qu'avec Glissant, j'ai l'impression que je peux arriver à penser quelque chose qui est un autre défi, c'est la créolisation de la pensée. Et donc, finalement, la question n'est pas « et toi et moi », mais l'entre-deux. Et donc, je reviens chez Rita. Pour moi, le non-être, ça n'a rien à voir avec une négation de l'être. C'est le problème de la mise en évidence de l'entre-deux. C'est ce que Édouard Glissant appelle l'archipélisme. Nous sommes tous des archipels. Et la question, c'est la capacité de circuler d'une île à une autre. Et on est véritablement dans la rencontre, dans la relation, que quand on est entre les deux îles. C'est un peu ça le... Excuse-moi. Oui, je voulais d'abord remercier de rappeler la dimension spatiale et territoriale de l'aliénation dans laquelle je me reconnais. Enfin, c'est pour ça que je me sens plus proche de ce qui se passe en Amérique du Sud que chez ceux qui ont tendance à développer une sorte de monopole des études postcoloniales, décoloniales aux États-Unis. Il y a une sorte, pour moi, d'hégémonie du Nord qui est problématique. Mais
il faut rappeler, enfin, et là c'est déjà on trouve ça chez Foucault dans Histoire de la folie, parce qu'en plus les questions coloniales vont avec les questions bien sûr de folie. Fanon le dit lui-même, les colonies sont les plus grandes pourvoyeuses des hôpitaux psychiatriques. Et aujourd'hui, une île comme Mayotte est un véritable HP, enfin un hôpital psychiatrique. Là où je voulais en venir, oui, justement, voilà, je vais revenir à Mayotte, parce que pour moi, beaucoup de gens négligent totalement ce qui se passe là-bas, alors que c'est fondamental. On ne juge pas l'importance d'un sujet à sa taille ou à sa population. Mayotte, c'est l'exemple même, actuellement, de comment on rend des habitants, un peuple décolonisé, étranger, chez eux. Comment on fabrique, comment on produit ex nihilo avec une fable du maître, avec des instruments qui sont les sciences humaines, qui sont les refoulements policiers, etc., etc. Comment on produit le mahorais, on le montre de toutes pièces, par un désancrage total de l'archipel, et symétriquement le comorien, à travers des procédures concrètes de mise à distance physique, c'est-à-dire d'expulsion. C'est pas du tout abstrait, et c'est là qu'il faut sortir une espèce de logomachie, de dérive linguistique à la Derrida, pour moi, des États-Unis. C'est pareil, ils nous fournissent une lecture de Fanon avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Il faut revenir au contexte. C'est-à-dire, ça passe par des procédures concrètes, y compris de rafles, d'expulsion, etc. Et c'est comme ça qu'on inscrit les frontières dans la psyché. Il y a un rapport au corps, il y a un rapport à la violence d'État, à la violence policière. Et quand vous avez un Macron qui arrive en Guyane et qui dit que la Guyane est une île, c'est pas un lapsus, c'est une vérité géopolitique. Là, on voit bien que justement, c'est ça l'aliénation. Et ce qui se passe au Brésil, c'est pareil. C'est-à-dire que là, le principal moteur du fascisme au Brésil, c'est le carbofascisme. C'est-à-dire, c'est cet éventrement de la terre, c'est cet extractivisme, puisque les principaux soutiens du fascisme actuel, c'est les ruralistes, l'agrobusiness, qui est l'extension de la logique de l'extractivisme minier au sol. On passe du sous-sol au sol, c'est la même chose. C'est aussi le vrai extractivisme minier également qui a provoqué le Tchernobyl brésilien, le Rio Dolce, qui a foutu en l'air toute une... C'est un vrai écocide, cosmocide. Et l'incendie de Rio, qui est passé pas mal inaperçu, l'incendie de Rio, c'est pas juste le Louvre qui brûle, c'est aussi toute la mémoire. C'est-à-dire l'essentiel des artefacts, des œuvres, des documents sur les Amérindiens et les Afro-Brésiliens étaient concentrés là. Et en plus, c'était un centre de recherche. Et c'est ça aussi le fascisme. C'est la réécriture totale de l'histoire, le raturage. Voilà, on fait tout pour... Et ce qui a disparu aussi, c'est l'Outia, le plus vieil homme humain, en fait, découvert sur le continent américain, et qui est plutôt de type afro. Bon, peu importe d'où il vient, enfin, et donc, on est là-dedans. Et pour revenir aussi sur le plan positif, moi, ce qui m'a fasciné chez les Marrons, en Guyane, d'ailleurs, le fait que la plupart des gens ne savent pas que plus de 20% de la population est marronne, c'est-à-dire descendants d'esclaves rebelles, de gens qui ont conquis leur liberté et qui non seulement l'ont conquis, mais ont développé une politique dont parle Fanon de désordre, de décolonisation dans les actes. C'est-à-dire, et on devait leur... là, ils sont devenus entités prédatrices après avoir été pourchassés. Enfin bon, je ne développe pas. Quel est pour moi l'utopie de la sécession marronne, de la création d'une communauté marronne d'esclaves fugitifs et rebelles? L'utopie, c'est la création d'un territoire des ancêtres. Et c'est ce que j'ai trouvé excellent chez Arturo Escobar, de pointer ça en fait. Et c'est ce qu'on trouve chez les militants afro-brésiliens, afro-colombiens, etc. On a créé une ancestralité. Parce que quand vous arrivez dans les villages Bushiningue, Boni, Paramaka, enfin peu importe, la première chose qu'on voit, c'est le fakatiki, le poteau des ancêtres. Et donc la quête d'une dignité, elle passe pas juste par
approche cosmétique de la décolonisation qui se concentre, se focalise sur la représentation sans remettre en question les structures de la représentation. Elle passe par le rapport à la terre, par la territorialisation à travers une multitude de pratiques. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le côté positif. On prend encore peut-être une petite question. Et puis... Oui, le monsieur. Oui, voilà. Oui, je sais. Une petite question et une dernière question. Et peut-être tu réponds. Je suis désolé, hein, je suis obligé de faire la pendule. Evgenia, le monsieur. Ici. Là. Voilà. Merci. Je vais d'abord rebondir sur ce qu'avait dit la première intervenante là sur effectivement cette façon de voir le monde unilatéral. Nous sommes ici tous les résultats de l'histoire des hommes, notamment de l'homme blanc, de l'homme noir, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Et que donc le problème doit se poser aussi du point de vue, non pas seulement du point de vue de celui qui a été colonisé, mais aussi du colonisateur, c'est-à-dire que je ne considère pas les Blancs qui sont ici comme des colonisateurs, mais ils ont aussi subi cette histoire-là. Donc, c'est par là aussi que j'allais commencer. Maintenant, sur le concept de la décolonialité, ben, encore faut-il, pour ce qui concerne l'Afrique, qu'on soit sorti de la colonisation. Nous y sommes en plein. Parce que nous tombons encore dans le piège de la racialisation. L'Occident a racialisé le monde. Il a désigné vous êtes noir, et le blanc, je pense, ne s'est jamais défini comme blanc. L'Africain ne définit jamais l'homme par rapport à la couleur de la peau. Donc cette racialisation nous fait tomber dans le piège dans lequel, d'ailleurs, même dans une certaine mesure, Césaire est surtout fanant. C'est-à-dire qu'on fait comme si les Chinois n'existent pas, comme si l'Indien n'existe pas, comme si l'autre n'existe pas. Quand on est en Afrique, quand on est colonisé, on voit le monde dans ce prisme noir-blanc et qui n'est pas dans la culture africaine. Césaire, contrairement à ce que vous avez dit, enfin la phrase que vous avez citée par rapport à l'étudiante qui l'avait interpellée, n'a jamais été obsédé vraiment par là. Dans Cahiers d'un retour au pays natal, il le dit. Je suis juif, je suis indien de Calcutta, je suis noir de Harlem, je suis de la race de ceux qu'on opprime. Mais si je m'attelle à bêcher pour cette couleur-là, pour cette couleur noire, justement qui a été, vous savez, l'esclavage, la colonisation et tout, c'est pour la soif universelle. Donc ce n'est pas parce que pour la beauté de cette peau noire, non, c'est pour l'universel. Et c'est là où moi je pense que Fanon est resté prisonnier de masque noir, masque blanc. Mais il y a aussi des Chinois, il y a aussi des gens qui sont jaunes, il y a des gens qui sont verts, il y a des gens qui sont... Donc nous tombons dans ce piège-là. Et j'ai peur justement que cette décolonialité ne soit encore une fois qu'un piège, une stratégie. Parce que la stratégie de la colonisation qui continue en Afrique aujourd'hui, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a divisé l'Afrique, on a imposé, oui, vous êtes noir, donc on a racialisé le monde, nous nous sentons noirs, nous acceptons le terme noir, alors qu'on devait l'aborer, on devait le bannir ce terme-là. Nous sommes des Bantous, je suis Muntu. Et la personne qui se dresse en face de moi, dès l'instant qu'il est debout, il est Muntu, quelle que soit la couleur de la peau. Et c'est comme ça que nous avons accueilli tout le monde en Afrique. Parce qu'on a vu des gens qui étaient debout comme nous. Voilà. Et c'est le piège aussi dans lequel est tombée la créolité, puisque le manifeste de la créolité, il commence par ni européen, ni asiatique, ni américain, nous sommes créoles. Quelle tristesse! Mais il me semble que nous sommes tout ça à la fois. Enfin, il me semble.
Qu'est-ce que je voulais dire encore? Parce que vous avez tellement dit de choses que bon, mais je ne voulais pas. Alors, formation. Oui, il y avait aussi le non-être, non? C'est quoi là déjà? Oh, c'est très philosophique aujourd'hui. Hein? Alors, nous ne sommes pas la terre, je ne suis pas la terre. Bon, par rapport à ça, je vais finir là, puisque bon, sinon. Je vais juste opposer ce que me disait mon grand-père quand il cultivait la terre. Il disait que tu dois labourer la terre avec art. Parce que tu es aussi la terre. Regarde, où c'est un couteau. Imagine que tu sois la terre, tu serais en train de la blesser. Ça, c'est le côté mystique Afrique où tu es tout. Et la danse nous amène à ça, justement. La danse t'amène à être terre, vraiment, à être soleil. Et donc, quand tu fais mal à la terre, tu te fais mal. Bon, je comprends bien la portée philosophique de ce que vous voulez dire, quoi. Mais quelquefois, il faut revenir à des choses peut-être plus... pour que ça puisse être capté, parce que ce discours-là, si vous le tenez à des paysans, je pense qu'ils ne comprendront pas. Hein. Enfin, des paysans, ce n'est pas une insulte, des gens qui n'ont pas le niveau des diplômes que vous avez. Donc, il disait que si, parce que tu es terre, justement, fais-le avec art pour que tu le blesses moins. Donc moi, oui, non, moi je me sens, je suis terre, au contraire. Bon, voilà. Bon, je m'arrête là parce que... Je vais essayer de le faire vite. Pour rejoindre tout ça, finalement, comment finalement trouver ce point de dialogue à partir du moment où on est dans un contexte de domination quand même assez imposante. Et la première condition, si j'ai bien compris, d'interrompre la parole pour laisser faire la condition, finalement, quelle temporalité a-t-elle besoin, quel espace a-t-elle besoin du dominant sur le dominé ou... Ouais. Il y a déjà des réflexions là-dessus. Je vais procéder de la plus mauvaise façon, c'est-à-dire que je vais le faire à l'envers selon mon temps de réminiscence. Mais je voulais juste dire un élément que je trouve très parlant chez Édouard Glissant. Il nous dit ce qui est aussi important pour se décentrer, c'est précisément de sortir de la dialectique du dominant et du dominé pour prêter attention aux déterminants. J'ai trouvé ça, étant aussi un petit peu de tradition marxiste, je trouvais ça extrêmement intéressant. Ce qu'on oublie souvent, c'est la classe déterminante. Et la classe déterminante, ça revient à certains éléments qu'on a connus dans l'histoire, mais c'est précisément ces groupes en souffrance qui tentent une parole singulière, et ça j'y tiens beaucoup, qui en même temps, pour qu'on puisse se décentrer à leur égard, n'est justement pas universalisable. Mais ça, c'est un problème de type plus philosophique. C'est à la condition de ne pas reconnaître leur universalisation que l'on peut effectivement se décentrer vers eux, vers la détermination qu'ils représentent. Et à ce moment-là, bien entendu qu'on est dans une temporalité liée à la domination, mais toute interruption est bonne à prendre. Moi, je suis parti sur le mouvement colonisation, décolonialité, mais à un moment donné, nous avons tous à des confrontations avec des réalités de souffrance qui mettent en route des mouvements qui ne procèdent pas de la même réalité. Moi, mon travail le plus quotidien, ce sont les organisations syndicales en Belgique. Hein. Je vous envoie dans un tout autre monde. Donc ce que je fais au quotidien, c'est être en lutte avec des personnes qui sont en lutte dans leurs entreprises. On n'est plus dans la décolonialité. Mais pour moi, c'est d'abord le premier groupe que je ne suis pas, mais qui, au quotidien, me permet de me décentrer. Est-ce que ça va me permettre de sortir de la domination capitaliste néolibérale? Ça me permet en tout cas de me relocaliser plutôt que de me délocaliser. Et c'est ça mon point d'accroche. Je crois tout ce qu'on peut gagner comme point d'accroche est bon à prendre.
Et puis après ça, on travaille sur des stratégies de solidarité. Bien entendu, donc il faudrait que je réfléchisse beaucoup à ce que vous dites et à l'esprit qui se maintient dans une forme de rapport. Alors, comme philosophe, je ne pourrais pas l'appeler l'universalité, puisque pour moi, c'est précisément ce qui, dans la tradition philosophique, depuis la Grèce, en passant par l'islam et en revenant à l'Occident chrétien, est précisément la clé de toutes les formes de domination. Donc j'ai une résistance par rapport à l'idée que, percevant quelque chose quelque part, je peux passer au quantificateur universel. Pour moi, d'un point de vue mathématique, il y a un quantificateur existentiel, et c'est à partir de là qu'il faut tenter de construire quelque chose, et ensuite de oser la relation. Bien entendu, Muntu, de toute façon, c'est aussi en créole. On a eu un ouvrage qui s'appelait Tout Moun c'est Moun, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a le Hutu et le Bahutu, et que la capacité soi-disant universelle à reconnaître le Bahutu du point de vue du Hutu, c'est quand même extrêmement compliqué, parce que c'est toute la question, par exemple, des pygmées. Donc là, il faut quand même discuter un petit peu sur toutes les nuances linguistiques qui existent dans la négation de Muntu. Oui, mais le Bahutu, quand il est utilisé en Kirundi, c'est une dénomination qui crée une troisième catégorie, le Tutsi, le Hutu et le Bahutu. Donc il faut voir un peu dans toutes les nuances linguistiques. La place, par exemple, de est-ce que le pygmée est un humain comme les autres humains? Je n'en suis pas certain dans la configuration générale. Donc il y a, pour moi, l'universalité est toujours problématique. Et peut-être c'est ça qu'à un moment donné, elle peut aussi disposer à de nouvelles formes de colonisation. Parce que ce serait peut-être intéressant de reconnaître l'Asie et la Chine dans le rôle qu'elle joue aujourd'hui en Afrique. S'il y a une telle disposition à se laisser coloniser par la Chine aujourd'hui en Afrique, c'est peut-être précisément par une illusion à l'égard de l'universalité. Ne pas voir qu'il y a un autre qui remplace le blanc aujourd'hui, c'est un grand problème. À mon sens, voilà, ça c'est... Et là, on est dans un capitalisme extractiviste en plus. Bon. Donc, pour la petite histoire, ce que rapporte Fanon concernant Césaire, c'est du vécu de proximité. Donc, ce n'est pas une analyse des écrits, ce sont des gens qui ont vécu ensemble. Et la femme qui parle de Césaire, elle parle de Césaire qu'elle a fréquenté à Paris, évidemment, et à travers la fameuse revue Jeune Afrique, etc. Donc, il y a quelque chose de très sociologico-historique, hein. C'est ça que je disais tout à l'heure. Quand on parle de tous ces auteurs, on parle d'un moment quand même très particulier où je crois qu'il y a vraiment une attente du côté des Antillais, du côté des Africains du Nord, d'être reconnus dans le rôle qu'ils ont joué contre le fascisme en Europe. Et que d'une certaine façon, il y a une incohérence fondamentale si, après avoir aidé à vaincre le fascisme en Europe, ils ne peuvent pas retourner chez eux et vaincre le fascisme colonial. Et c'est cette génération qui est porteuse de ce rêve qui va entraîner une déception gigantesque dans les années, fin des années 60. Parce qu'ils ont vu qu'effectivement, il y a une trahison fondamentale, qu'il y a eu un double jeu de l'Occident, l'instrumentalisation autant industrielle que militaire des colonies. Donc je crois que là, c'est une période très très particulière, donc, qui est très différente de ce qui va se passer dans la génération, par exemple, tu disais l'éloge de la créolité ou le manifeste de la créolité, ça c'est une autre génération qui va le porter après Fanon et après Césaire. Ce que tu disais sur la terre me semble, non seulement c'est exactement ce que j'essaye de dire, plutôt que d'utiliser le terme reterritorialisation, j'essaye d'utiliser le terme relocaliser. Pour moi, ce que rend possible Escobar, c'est de voir la manière dont on peut parvenir, à travers les luttes qui sont menées en rapport
à des territoires, à relocaliser. Et je crois que ce que tu faisais remarquer peut aider à bien comprendre aussi l'ambivalence sur laquelle on a travaillé hier du rapport de la Caraïbe avec l'Afrique. Si à un moment donné, il est possible d'instrumentaliser, un dictateur comme Duvalier a instrumentalisé l'Afrique dans sa politique en Haïti, c'est parce que d'une certaine façon, l'Afrique prise abstraitement détache l'haïtien de son haïtianité. Et que essayer de comprendre et de participer au vaudou sans le rapporter à ce qui constitue l'haïtianité, c'est-à-dire finalement la traduction par une localisation amérindienne de ce qui est des cultes africains. Et donc ce qui est très très difficile, c'est à un moment donné, la colonisation, elle a éliminé la racine indienne de ceux qui ont été exilés sur la terre des Antilles. Or, dans ces îles, il y avait des habitants. Et pourtant, se relocaliser, c'est finalement montrer que ce qu'ils n'étaient pas, la terre des Antilles, donc je reviens pour que tu vois qu'on se comprenne bien, ce qu'il n'était pas l'Africain sur la terre des Antilles, il l'est devenu précisément par cette relation à une terre qu'il n'était pas. Et d'une certaine façon, il est devenu quelque chose de bizarre, c'est afro-amérindien. Et c'est de cette mixité ou de cette créolisation que naît un culte qui à la fois porte des traces de l'africanité et est peut-être la dernière trace inconsciente de l'indianité des Antilles. Et donc on est là à un carrefour qui, pour moi, en termes d'identité, ou de moi ce que j'appelle de contre-identité culturelle, on est devant un enjeu, mais vraiment décisif. L'aliénation consisterait à dire nous sommes ce que la colonisation a fait de nous, c'est-à-dire une main-d'œuvre exportée de l'Afrique qui a simplement amené ses traditions africaines sur une terre qui n'est pas la sienne. Et ça, pour moi, c'est le désastre de l'imaginaire colonial. Merci beaucoup.